Nous sommes en 1692, dans la colonie du Massachusetts. L'hiver est dur. Le vent traverse les maisons en bois. Les récoltes ont été incertaines. Les tensions avec les populations autochtones sont encore fraîches dans les mémoires. Les récits d'attaques circulent. La peur n'est pas une abstraction. Elle fait partie du quotidien. À Salem, la religion structure chaque aspect de la vie. Les puritains croient profondément que le diable agit concrètement dans le monde. Pour eux, le mal n'est pas symbolique. Il est présent, invisible, actif. Puis un jour, des jeunes filles commencent à se comporter de manière inexplicable. Convulsions, cris, tremblements, discours incohérents. On appelle un médecin. Il examine, il observe, et il prononce une phrase lourde de conséquences. Ce n'est pas naturel. Dans une société persuadée que Satan cherche à infiltrer les âmes, cette conclusion agit comme une étincelle dans une poudrière. En quelques semaines, le village bascule. Des accusations surgissent, des noms circulent. La suspicion devient contagieuse. Ce que l'histoire appellera plus tard les Salem Witch Trials commence alors. Mais derrière le récit officiel se cache peut-être quelque chose de plus complexe, de plus calculé, de plus humain. Pour comprendre ce qui s'est produit à Salem en 1692, il faut d'abord se débarrasser d'une image simpliste, celle d'un petit village isolé vivant paisiblement, jusqu'à l'apparition soudaine d'une hystérie irrationnelle. La réalité est bien plus complexe. La colonie du Massachusetts est jeune. Elle existe dans un état d'insécurité permanent. Les conflits avec les nations autochtones ont laissé des traces profondes. Des familles entières ont été déplacées vers Salem. Certaines ont perdu des proches. D'autres ont vu leur maison brûler. Ce traumatisme collectif crée une mentalité de siège. Dans la théologie puritaine, chaque catastrophe a une signification spirituelle. Une mauvaise récolte, un signe divin. Une maladie, une épreuve envoyée par Dieu. Une attaque ennemie, une punition. Dans ce contexte, le diable n'est pas une métaphore. Il est une présence active dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Salem est profondément divisé économiquement entre le port prospère et le village rural. Les tensions fiscales sont vives, les conflits fonciers nombreux, les procès civils fréquents. Le pasteur Samuel Parris arrive dans ce climat fragile. Son style autoritaire ne fait pas l'unanimité. Quand les premières accusations apparaissent, elles exploitent une division déjà existante. C'est ce qui rend l'histoire troublante. En janvier 1692, Betty Parris et Abigail Williams commencent à manifester des comportements étranges. Elles se tordent au sol, hurlent, affirment être pincées par des forces invisibles. Les médecins de l'époque ne trouvent aucune cause physique évidente. Le diagnostic tombe, influence surnaturelle. Mais un détail est souvent oublié. Ces jeunes filles vivent dans la maison du pasteur Parris. Elles sont exposées à des sermons constants sur l'enfer, la damnation, la présence du mal. Elles grandissent dans un environnement où le diable est omniprésent. Certaines analyses modernes suggèrent une forme de dissociation psychologique. D'autres parlent d'hystérie collective adolescente. Mais le phénomène devient rapidement social. D'autres jeunes filles commencent à présenter des symptômes similaires. Et surtout, elles commencent à nommer des coupables. Tituba d'abord, puis Sarah Good, puis Sarah Osborne. Les 3 premières accusées sont socialement vulnérables, marginales, étrangères à la norme. C'est un mécanisme classique dans les phénomènes de panique morale. On désigne d'abord les plus faibles, mais très vite, les accusations montent en intensité. Des femmes respectées, des membres d'église, des propriétaires. La machine ne distingue plus statut ou réputation. Elle avance. Le véritable tournant n'est pas l'accusation, c'est l'acceptation institutionnelle. Un tribunal spécial est créé pour traiter les affaires de sorcellerie, et il accepte les preuves spectrales. Cela signifie qu'un témoignage affirmant voir l'esprit d'un accusé
commettre un acte maléfique est considéré comme recevable. Nous devons mesurer l'impact de cette décision. En validant l'invisible, la justice renonce à l'objectivité. Elle ouvre une porte qu'elle ne peut plus refermer. Les accusés sont piégés. S'ils nient, on dit que le diable les protège. S'ils avouent, ils confirment l'existence du complot satanique. La logique est devenue circulaire. Un homme, Giles Corey, comprend ce piège. Il refuse de plaider. On le torture légalement en l'écrasant sous des pierres. Il meurt lentement. Son silence protège ses biens. Mais il révèle aussi que la justice est devenue un outil coercitif. À ce stade, Salem n'est plus un délire religieux. C'est un système qui s'auto-alimente. Dans les années 1970, l'hypothèse de l'ergot de seigle est avancée. Un champignon toxique pouvant contaminer les récoltes. Il provoque convulsions, hallucinations, sensations de brûlure. Les conditions climatiques de l'hiver précédent auraient favorisé sa propagation. Cette théorie a le mérite d'introduire une explication biologique. Mais elle soulève des limites importantes. Les symptômes n'étaient pas uniformes. Les accusations ciblaient parfois stratégiquement certaines familles. Le phénomène a duré des mois, au-delà des cycles alimentaires. Surtout, l'ergot n'explique pas la décision judiciaire. Il peut expliquer des crises, pas les pendaisons. La science éclaire une partie du mystère, mais elle ne dissout pas l'ombre politique. En examinant les archives foncières, des historiens ont noté que plusieurs accusés possédaient des terres convoitées. Des litiges existaient avant les accusations. Certaines familles accusatrices étaient politiquement alignées avec le pasteur Parris. Cela ne prouve pas une conspiration centralisée, mais cela révèle un contexte d'opportunisme. Dans un climat de peur, accuser devient une arme. Une accusation suffit à détruire une réputation, à neutraliser un rival, à forcer une vente. La sorcellerie devient un langage légal pour régler des conflits sociaux. Et cela change tout. Car la peur n'est plus seulement spontanée, elle devient stratégique et transforme la peur en un outil de pouvoir dans la communauté de Salem. Entre le XVe et le XVIIe siècle, l'Europe connaît des vagues massives de procès en sorcellerie. On estime à 40 000, 60 000 le nombre d'exécutions. Mais en 1692, l'Europe commence à douter de ces pratiques. Alors pourquoi les colonies américaines connaissent-elles ce pic tardif? L'isolement joue un rôle. La rigidité religieuse est plus forte, la peur frontalière constante. Salem n'est pas un accident isolé. C'est une réplique tardive d'un phénomène global, mais dans un environnement plus fragile. En octobre 1692, le gouverneur dissout le tribunal spécial. Les preuves spectrales sont rejetées. Pourquoi maintenant? Parce que les accusations commencent à viser des figures influentes. Le système menace de se retourner contre ceux qui le toléraient. Et soudain, la prudence remplace la ferveur. Les exécutions cessent, la fièvre retombe, comme si tout le monde réalisait simultanément qu'un seuil avait été franchi. Mais le mal est fait. Salem démontre quelque chose de troublant. Une société peut basculer sans qu'un complot centralisé ne soit nécessaire. Il suffit d'une peur partagée, d'une autorité qui valide cette peur et d'un système qui cesse de demander des preuves concrètes. Aujourd'hui, Salem est devenu un symbole culturel. On y vend des souvenirs. On y célèbre Halloween. On y raconte des histoires. Mais sous le folklore, il y a des tombes. Salem n'est pas seulement une histoire de superstition. C'est une démonstration historique. La peur peut être rationalisée, institutionnalisation, judiciarisée. Elle peut devenir légale. Et quand cela arrive, elle n'a plus besoin d'être vraie pour être destructrice. Le plus troublant n'est peut-être pas que des gens aient mécru aux sorcières. Le plus troublant, c'est que des institutions entières aient validé cette croyance. Et si Salem nous dérange encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle pose une question inconfortable. Sommes-nous vraiment différents? Ou avons-nous simplement changé de vocabulaire pour nos peurs?
Si ce dossier vous a intéressé, vous pouvez soutenir la chaîne, simplement. Laissez un like. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers. D'autres mystères nous attendent. Et certains méritent qu'on prenne le temps de les explorer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux dossiers.